de vignoble. Des vins issus de différents cépages que l'on distille à partir du Moyen-Âge pour obtenir une des eaux de vie les plus réputées, l'Armagnac. Autrefois artisanale, la production s'est uniformisée pour conquérir le monde. Et les grands domaines s'exportent maintenant jusqu'en Chine. Il subsiste pourtant de petits producteurs qui ont à cœur de faire vivre les traditions artisanales. À Montréal du Gers, à 40 km d'Auch, Jean Ladevèze et son fils Alexandre dirigent une exploitation familiale. Sur leur petit domaine, ils cultivent 6 variétés de raisins et remettent en culture des cépages oubliés. Ce matin, ils replantent une vigne, un travail méthodique. C'est bon? Oui. Ah là, on est en train de tracer pour faire les marques pour pouvoir planter. Donc on tire au droit. On termine celui-ci, mais après on reprend en bas, on s'arrête, c'est trop mouillé là. Jean est né au domaine, sur cette terre. Et quand il en parle, certains mots lui viennent en gascon. Ici, bon, c'était des prairies, dans les zones où il y avait de la pierre. Alors c'est un peu pays-rusquette, c'est plus lourd. Mais enfin, c'est un très bon terrain pour la vigne, qui est très riche en matière organique. Ma famille fait de l'Armagnac, bon, depuis que l'alambic existe. Hein, parce qu'on est fils, petit-fils, arrière-petit-fils, arrière-arrière-petit-fils de vignerons. D'ailleurs, je me souviens, mon grand-père, il ne parlait pas d'Armagnac, il parlait d'eau de vie. Il y avait la clé du chai, c'était la clé du chai de l'eau de vie. Parce que bon, l'appellation Armagnac est assez tardive, elle est venue du temps d'Armand Fallières en 1909, qui était le président de la République, voisin d'ici à une dizaine de kilomètres. À l'époque, Armand Fallières, dont les parents étaient viticulteurs, veut mettre de l'ordre dans la production de l'Armagnac. Il définit précisément la zone d'appellation et sa division en 3 régions, Haut et Bas Armagnac, ainsi que la Ténarèze, dans laquelle se trouve la propriété de Jean et Alexandre. Pour repiquer la vigne, il faut faire des centaines de trous à la main. Alors, Jean a appelé du renfort. Dominique et Alain sont des voisins, viticulteurs à Montréal, mais surtout des amis de longue date. Oh, mais oui. Quand Jean nous a appelés pour nous dire venez nous filer un coup de main, il a répondu oui de suite, malgré qu'on trouve quelques cailloux et que peut-être qu'on repartira avec quelques ampoules ce soir. Mais le plaisir est là, donc on en profite. Sur cette parcelle, Alexandre se lance dans une expérience. Il a retrouvé des plants de Mosaque rosé, un cépage difficile à travailler, abandonné il y a 30 ans dans l'Armagnac. Pour se distinguer, il fait le pari de le réintroduire sur le domaine familial. C'est un cépage qu'on n'utilise pas du tout dans le coin, mais ça fait partie de l'encépagement armagnacais. Et comme notre politique, nous, c'est d'avoir un maximum de palettes aromatiques, donc ça vaut le coup d'essayer. Pour bien se démarquer donc, des autres, on est obligé de faire des choses différentes, puisqu'on est une petite exploitation. Donc on n'a pas peur de prendre des risques sur ce type-là, puisque bon, on est engagé dans l'Armagnac. C'est comme un sacerdoce, c'est comme être curé, c'est pareil. Donc il faut aller jusqu'au bout des choses. Les Ladevèze veillent aussi sur les plus anciennes vignes du domaine. Elles produisent des vins remarquables, mais leurs rendements sont très faibles. C'est pourquoi la plupart des viticulteurs choisissent de les remplacer. Alexandre, lui, prend soin de cet ancêtre de 60 ans qui produit des raisins exceptionnels. Alors là, je palisse. Donc les raisins vont continuer à grossir. Ils vont peser de plus en plus. Si on ne palisse pas, ça va tomber. Donc on les enroule autour du fil de fer. Sinon, on va abîmer la vendange ainsi que les rameaux.
Nous, on ne traite pas le sol. Déjà, vous pouvez le remarquer, nous avons de l'herbe dans le sol. Ce qui veut dire qu'on a une diversité de flore et de faune. Il y a des prédateurs, des ravageurs, mais il y a un bon équilibre. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir utilisé des insecticides, bien sûr. Ça se autorégule. Et ça régule aussi la production. En conservant cette vieille vigne, Alexandre se démarque de beaucoup de ses collègues. Avant, la vie d'une vigne, c'était la vie d'un vigneron. Et actuellement, c'est plutôt 20 ans. Après 20 ans, il faut renouveler le vignoble. Celles-ci, elles ont 60 ans et je compte bien les garder encore. Alexandre est aussi œnologue et réalise des armagnacs originaux à 10 km du domaine familial. Il est installé à Fourcèze, un village médiéval au bord de l'Auzou. Un castelnau très étonnant, avec ses habitations en cercle autour d'une place ronde et qui fut l'emplacement d'un château primitif. Il habite une de ces maisons à colombage de chêne qui borde la place, juste à 2 pas de la tour de guet, classée monument historique. À côté de chez lui, les arcades du XVIIIe siècle ont été construites avec les pierres de taille de l'ancienne muraille d'enceinte du village. Dans sa boutique, Alexandre reçoit la visite de Chantal Armagnac, une œnologue spécialiste de l'eau-de-vie gasconne. C'est une vieille maison, donc en torchis. Voilà une particularité, il y a quelques traces de compagnonnage sur les chevrons. Absolument. Voilà. Vous voyez, Chantal est venue à la rencontre d'Alexandre, car le jeune œnologue crée des armagnacs sur mesure. Des assemblages originaux qu'il ne réalise qu'à la demande des initiés. Donc, on va commencer par celui-ci. À la manière d'un grand parfumeur, Alexandre cherche la base de sa composition. Folle blanche 2002. Oui. Donc un petit peu. La grande finesse de la folle blanche. C'est le cépage quand même emblématique de la Ténarèse. Ceci. Alexandre propose à Chantal 6 arômes différents, aux tonalités complémentaires. Alors curieusement, moi j'allais dire, je vois quelque chose de minéral, mais Oui, de tout la à fait. terre, je sais Oui, pas. voilà, ça fait un peu de tourbé. Tout à fait. Oui, Donc oui. c'est la particularité de ce cépage. Parmi toutes ces effluves, il faut maintenant faire des choix. Vous vous penchez vers où alors? Je trouve ça drôlement intéressant parce que je me dis il faut aller. Je trouve ça drôlement intéressant ce minéral alors tourbé peut-être. Donc j'ai envie de marier Plan de Grèce et Bacco. Et Bacco. Par tradition, l'Armagnac, c'est un assemblage de cépages, c'est un assemblage de différentes années. Et d'ordinaire, ce savoir-faire, c'est un petit peu dans le secret du chai, le maître de chai qui va créer ses propres assemblages. Là, le fait, ce qui est novateur, c'est que c'est en plein jour, c'est qu'on est là et c'est qu'on est soi-même acteur de cet assemblage. Moi, je me dis, c'est un petit peu rebelle, mais bon, il y a toujours des mousquetaires rebelles en Armagnac, oui. Pour moi, c'est la tradition avec un sang neuf. Alexandre l'alchimiste a assemblé les saveurs. Au creux de ses mains, il chauffe le mélange pour en extraire toutes les subtilités. Pour moi, c'est la Gascogne. Dedans, il y a nos champs de tournesol, mais il y a aussi nos sous-bois riches en champignons. Mais pour moi, là, j'ai du bonheur. Sur les terres des Ladevèze, il y a toute l'histoire de la Gascogne.
Cette surprenante salle fortifiée fait partie de leur domaine. Un bâtiment de défense, construit au XVe siècle, parvenu jusqu'à nous dans un état de conservation exceptionnel. Une architecture de pierre et de terre, caractéristique du Sud-Ouest. Un trésor dont Jean et Alexandre sont aujourd'hui les gardiens. Mais tu te mets pas de chapeau, rien? Non, ça va. Bon, mais je vais être à l'ombre, là. Hein. Oui, tu es à l'ombre. Autrefois, les parents de Jean louaient le bâtiment à des paysans qui l'utilisaient comme habitation. Cette maison, c'est un peu mon île mystérieuse. Je venais enfant qu'une seule fois par an. J'étais fasciné par tous ces lieux où je ne pouvais pas rentrer puisqu'il y avait ou métayer ou fermier. Après le départ des derniers occupants, Jean décide de redonner toute sa beauté au bâtiment qui l'impressionnait tant quand il était enfant. Il y a une dizaine d'années, un architecte des bâtiments de France était venu nous voir. Il nous a dit « Je vais vous aider pour restaurer cette bâtisse parce qu'elle est unique, il n'y en a plus dans la région ». On a refait totalement la charpente, la toiture et restauré les colombages. Jean et Alexandre ont restauré eux-mêmes les murs en terre avec leurs connaissances empiriques. Bonjour. Mais leur torchis s'est dégradé. Alors pour les aider, ils ont fait appel à Gérard Vivès, le meilleur spécialiste de la terre crue en Gascogne. C'est une salle de défense mais qui a été transformée en habitat. La particularité de cette salle, c'est qu'à l'origine, elle n'avait pas d'ouverture de plein pied. On ne pouvait accéder à l'intérieur que par l'étage, grâce à des échelles de cordes. Les paysans y stockaient leurs récoltes, une protection très efficace contre les attaques et les pillages. Positionnée sur une butte, elle offrait aux guetteurs une vue à 360 degrés sur les environs, permettant de voir arriver les assaillants de très loin. Grâce aux hourres, les galeries en bois construites au sommet des murs, les guetteurs pouvaient déverser du liquide bouillant ou des pierres sur leurs assaillants. À l'extérieur, au pied des murs, un glacis venait parfaire le système. Le glacis est un système de défense assez simple, donc les murs en contrefort autour donc, de la salle, ce qui permet de, quand on envoie une pierre des hourres, par ricochet, elle partait vers l'extérieur, donc ce qui blesse les chevaux, les jambes, quoi. Les jambes. Voilà. Alors prudence, hein, là il y a des silos. Oui. Voilà. Il y a 3 silos. 3 silos. Se rejoignent. Qui communiquent. Ah oui. Ces silos, nous, on ne s'en sommes pas servis, mais bon, on a entendu par les anciens dire que l'on stockait des céréales. Oui. Des céréales, peut-être aussi cacher les armes. Et moi, je m'en sers uniquement, mon fils aussi, Alexandre, on y met la boisson. Quand on travaille ici, c'est au frais. Voilà, c'est le réfrigérateur. Voilà, bon, vous me suivez? Oui. On va aller voir le torchis. Pour refaire un panneau de torchis, Gérard leur montre comment poser des éclisses, ces montants de bois sur lesquels il accroche la terre. Après, c'est courte, mais bon, ça va. Il faut ensuite préparer le torchis, un mélange de terre argileuse et de paille. De la paille. Mais parce qu'on fait des dépiquages à l'ancienne. Mais là, c'est ce qu'on appelle la maçonnerie de cueillette, en fait. Maçonnerie avec la terre sur place, la paille est aussi sur place. Les clisses, elles viennent de la haie, c'est assez intéressant, je trouve. C'est ça l'écologie de la construction. Depuis 20 ans, Gérard travaille la terre de Gascogne. Il a été l'un des premiers artisans à refaire des constructions en terre crue. Aujourd'hui, il enseigne son art dans toute la France. La terre devient amoureuse, c'est ça, vous connaissez l'expression. Vas-y, monte. Monte. Le mélange maintenant est prêt à être posé. Hop là. Alors voilà, je récupère mon torchis.
On va s'installer, un de chaque côté, c'est encore mieux. Je fais un petit paquet, un petit béret, allez, un petit béret gascon, voilà, que je viens de poser ici. Alors, comme il y a un petit trou là, j'aime bien incruster dans le petit trou. Tu vois, ça fait une accroche. Même dans les restaurations, on touche la terre, qu'on travaille. Ça fait partie de nous. Les gens d'ici sont des terriens avant tout. Et voilà. Le torchis, on est parti de zéro, on ne connaissait absolument rien. Ouais. Alors on a regardé, on a pris conseil à droite, à gauche, mais on ne connaissait pas. Et là je vois que c'est du travail très solide, puisqu'il a mis un peu plus d'éclisse. Ce n'est pas du toc, c'est vraiment... Le garrot dirait mastoc, non mais c'est solide, solide. Grâce à Gérard, Jean et Alexandre vont pouvoir durablement restaurer leur salle gasconne. Mais pour l'instant, leur préoccupation est ailleurs. L'automne arrive bientôt et il faut être prêt pour l'Armagnac. Car le vieillissement de l'eau de vie de Gascogne commence obligatoirement dans un tonneau neuf, préparé de manière très particulière. Tous les ans, les Ladevèze font fabriquer de nouvelles pièces à Gilles Bartholomeau, le dernier tonnelier artisanal de la région. Chaque fût qu'il fabrique est unique. Donc je bloque ma première douelle avec le valet. Gilles commence par assembler les douelles, les montants des tonneaux. Un travail d'équilibriste. La première chose à laquelle on doit veiller, c'est de ne pas faire tomber le fût, quoi. De ne pas faire attention que les douelles ne tombent pas, quoi. C'est la chose la plus importante. J'arrive à la dernière douelle et il faut que j'arrive à l'ajuster, il faut qu'elle passe là-dedans, à l'intervalle qui me reste. Alors, je vais voir, je suis limite, là, faire une bêtise. Comme l'ensemble va tout tomber. Quand on monte une pièce, un fût, il n'y a pas de pointe, il n'y a pas de colle, elles tiennent simplement les unes contre les autres. Alors en principe, si c'est bien monté, vous voyez, on peut enlever l'ensemble et l'ensemble tient. Mon grand-père maternel était tonnelier et mon arrière-grand-père également. Et donc, j'ai fait un apprentissage de 2 ans chez un artisan dans le Gers, durant 2 années. Et ensuite, j'ai continué à travailler avec mon grand-père qui a fini de me former. À la chaleur d'un brasero, le tonnelier assouplit les douelles pour donner à la pièce sa forme bombée. Mais la particularité du fût d'Armagnac, c'est le bousinage. Une opération qui consiste à brûler l'intérieur du tonneau pour donner le goût et la couleur du bois au breuvage. Donc ça, c'est le plus technique à faire. Parce que si vous voulez, ça tient un peu de choses, quoi, entre l'intensité du bois que vous avez mis dans le foyer, si un jour il y a de l'humidité, si votre bois est un peu mouillé, bon, soit ça peut aller très bien, très facilement, ou alors après, c'est le bazar, quoi. Vous voyez, vous entendez? Là, c'est le fût qui brûle, qui prend feu au crépitement, à l'oreille. Là, c'est bienvenu en enfer, là. L'automne est enfin là. La vendange s'est bien passée. Il faut sans tarder distiller le vin. Jean est allé chercher l'alambic mobile pour l'installer dans son chai. En distillant à la maison, il peut surveiller toutes les étapes de la fabrication de son Armagnac. Patrick Michalowski veille très attentivement à la mise en place de sa machine. Et maintenant, on pousse vers la cheminée. Redresse, 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 redresse.
C'est lui le responsable des opérations. Stop, on va regarder. Je suis un distillateur ambulant. Donc ambulant, ça veut dire qu'on déambule, on va de ferme en ferme. Le client m'appelle, me téléphone, il me dit voilà, mon vin est prêt, quand est-ce que vous pouvez venir? Donc j'arrive avec mon alambic et voilà, je distille leur vin le plus rapidement possible toujours. Cela fait 30 ans que Patrick distille dans tout l'Armagnac. Un savoir-faire artisanal très particulier. Je fais appel à Patrick parce que bon, c'est le meilleur, il est très soigneux, alors il fait les niveaux, il est même emmerdant par moments avec ça. Et il a une connaissance, il est déjà viticulteur, il connaît parfaitement le métier. Non, pas loin, à côté là, sur le papier, voilà, le papier. Voilà, très bien. Mon assistant en titre est Pierre, c'est mon fils également. Mon petit-fils de 6 ans qui adore la distillation et il tient absolument à venir avec moi distiller. C'est une affaire de famille, la distillation? Oui, puisque mon père a commencé la distillation avant la guerre, avant la Deuxième Guerre mondiale, et il a toujours fait, et moi j'ai repris dans les années 80. Donc voilà, et mon fils, peut-être un jour, on verra bien. Attends, Pierre, on ferme pas, hein, on va mettre du bois peut-être un petit peu. Les vocations sont rares dans ce métier saisonnier qui exige d'être présent jour et nuit pendant toute la distillation. Ils ne sont plus que 5 à l'exercer dans tout l'Armagnac. Ça lèche bien tout le foyer, tu vois. On va pouvoir bientôt faire de l'Armagnac, je crois. La mise en chauffe de l'alambic est lancée. À l'intérieur de la machine en cuivre, les tuyaux commencent à ronronner. Patrick peut maintenant remplir le réservoir avec le vin de l'année tout juste fermenté. Ces cuves là-bas, on appelle ça des cuves ou des foudres éventuellement, sont remplies de vin et on va amener tout ce vin dans l'alambic pour l'amener à ébullition. Ce vin bout et donc fabrique des vapeurs d'alcool. Ces vapeurs d'alcool, nous les refroidissons et de là, nous les amenons dans des fûts pour du vieillissement. C'est l'Armagnac. La chaleur se diffuse lentement à l'intérieur de l'alambic. Patrick et son fils doivent attentivement contrôler sa progression. Plus haut. Tu me dis que ça commence à devenir tiède. Ah. Là, c'est des vraies chaleurs alors. Elles sont où? Ça commence à cette hauteur. C'est pas très scientifique, mais le bruit de la chaudière, on entend un ronronnement dans la chaudière. Après, on touche un petit peu avec la main retournée. Et c'est des indicateurs assez bons, en définitive. Donc la température est bonne, on est à 100, pratiquement à 100. Et en réalité, 99. Donc il n'y a pas de panique si c'est à 99? Non, si on est à 99 en distillation 20, bon, c'est bon. Après 3 heures de chauffe, l'alambic commence à délivrer son précieux nectar. Voilà, Jean. Bien, hein? Ah ouais. Superbe. Distillation précoce. Et une petite note de Cologne. Oui. Un peu de carottes sauvages, c'est légèrement épicé, du pissenlit et du coin. Avant d'être mis en bouteille, les Armagnacs vont passer plusieurs années en fût de chêne. Chez Jean et Alexandre, la distillation, c'est le moment le plus important de l'année. L'occasion d'une fête autour de l'alambic. Toute la vie de Jean tourne autour de ce lieu de mémoire. Mes parents, en 1936, se sont mariés dans le chai. Le repas s'est fait dans le chai, on a dansé dans le chai. Le chai, ici, c'est ma bibliothèque. C'est mes archives, puisque bon, depuis 1976, depuis le départ de mon père, bon, j'ai distillé chaque année, j'ai archivé chaque année. On en vend un peu, bon, il faut vivre, alors on en vend un peu.
mais on voudrait le garder parce que c'est notre vie. C'est un privilège d'être là avec tous ces gens et puis aussi des gens de tout. On échange et c'est toujours un moment très riche autour de l'alambic. Il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent, puis des choses très vraies qui se disent. Ça, c'est important aussi. C'est notre Noël à nous, c'est l'aboutissement, la convivialité et l'amour des autres, le partage. On ne se connaît pas tous, mais je crois qu'on a, je sais pas, on a quelque chose en commun qui est la région.